Bonjour à tous. Donc, nous allons voir aujourd'hui le quatrième et dernier cours de cette série consacrée à la sénescence. Et vous pourrez voir que c'est dans la grande tradition du collège, c'est vraiment une science en train de se faire que je vais vous montrer. Beaucoup des résultats scientifiques que je vais mentionner ont été obtenus dans ces 3 dernières années. Et donc, on n'a pas encore une idée totalement limpide du rôle et de la contribution de la sénescence dans le développement des cancers. Vous verrez que c'est d'ailleurs éventuellement un peu antagoniste suivant les situations. Et donc, on est vraiment dans la tradition de la science en train de se faire. Il est possible que ce cours soit très différent si je le refaisais dans 4 ou 5 ans. Donc, comme rappel de ce qu'on a vu dans les cours précédents, donc, vous vous souvenez que la sénescence est un système de remodelage tissulaire en réponse à des stress extrêmement divers, que c'est probablement un mécanisme extrêmement ancien dans l'évolution et probablement amené à assurer le trophisme des tissus en réponse à des attaques très diverses. Et vous vous souvenez qu'il y a au moins 2 facettes. La première, c'est un arrêt de prolifération, qui est évidemment la facette la plus visible et la plus immédiate. Et la seconde, c'est une réponse sécrétoire qu'on appelle le SASP, pour Senescence Associated Secretory Phenotype, qui est une réponse importante, extrêmement polymorphe, diverse dans sa composition, dans le temps, dans ses effets, et que ceci conduit à des interactions cellulaires complexes. Évidemment, la première chose, l'arrêt de prolifération va conduire à un déficit de production cellulaire, mais ensuite, il va y avoir des réponses beaucoup plus complexes, et on va en voir quelques illustrations. Et vous vous souvenez que le dernier cours vous montrait que cette sénescence cellulaire, elle est impliquée aussi bien dans certains aspects de régénérescence des tissus normaux que dans le vieillissement cellulaire au niveau de l'organisme. Alors, pour revenir au rapport avec le cancer, qui vont être le point central de ce cours, vous vous souvenez que la sénescence est un très puissant mécanisme de protection primaire, de défense primaire contre l'apparition des cancers. Et à ce titre, vous vous souvenez qu'un certain nombre des gènes dont nous avons vu qu'ils étaient impliqués directement dans l'arrêt de prolifération, dans la première phase de cette sénescence, le gène P53, le complexe P16, P19 et puis le gène RB, sont tous des gènes suppresseurs de tumeurs. Ce sont des anti-oncogènes parmi les plus importants et les mieux connus. Et ce que nous allons voir, et ces 4 points sont en quelque sorte un plan de ce cours d'aujourd'hui, c'est que dans les cancers évolués, donc on a une première chose qui est la protection primaire. On active RAS, du fait d'une mutation de RAS, on va avoir une sénescence immédiate de la cellule qui porte RAS, qui va donc s'arrêter de pousser. Mais dans les cancers évolués, il va exister des régulations beaucoup plus complexes entre les cellules cancéreuses, celles qui sont porteurs des modifications génétiques, et le stroma cellulaire qui les entoure. Et on va voir que dans ce contexte-là, en fait, assez paradoxalement, la sénescence peut contribuer à la croissance ou au maintien des tumeurs. Si on voit les choses maintenant sous un aspect thérapeutique, beaucoup de traitements sont capables d'induire de la sénescence, et ceci va participer à l'arrêt de croissance immédiat donné par ces traitements. C'est le cas, par exemple, de la plupart des chimiothérapies, de la radiothérapie. C'est aussi le cas des traitements ciblés. Donc ça, c'est la première phase, la phase immédiate, mais il va y avoir une seconde phase dans laquelle la sénescence, et en particulier si ces cellules sénescentes ne sont pas rapidement éliminées, eh bien, la sécrétion associée à la sénescence va induire une reprogrammation cellulaire, et paradoxalement, cette reprogrammation cellulaire secondaire peut participer à la maintenance des cellules cancéreuses, voire à une aggravation, comme on va le voir, du phénotype des cellules cancéreuses. On va voir que la sénescence induite par le traitement, dans certaines circonstances, peut donner des propriétés de cellules souches et donc rendre finalement la cellule cancéreuse plus agressive qu'elle ne l'était avant le traitement.
Et puis, on va discuter ensuite de l'élimination spontanée ou induite des cellules sénescentes, qu'elles soient en sénescence spontanée ou qu'elles soient induites par le traitement, par le système immunitaire, et on verra quelques exemples de ça. Donc, un rappel encore une fois sur une diapo que je vous ai déjà présentée dans le premier cours sur le oncogene-induced senescence et l'expression d'oncogène violent comme le gène RAS muté, comme le gène MYC, on verra des illustrations plus tard, va induire une sénescence immédiate, sénescence induite par l'oncogène, et ça aussi bien dans des systèmes ex vivo que dans des systèmes in vivo, où les deux ont été très bien documentés. Et la plupart des gènes directement impliqués dans les phases initiales du déclenchement de la sénescence sont en fait des gènes suppresseurs de tumeurs, qui vous sont symbolisés ici quand on voit la cascade de signalisation de l'arrêt de cycle induit par la sénescence avec le gène P53, le gène P21, ce gène très particulier porté par ce locus CDKN2A avec le gène ARF et le gène codant pour P16 qui vont à la fin tous converger sur le gène du rétinoblastome pour arrêter le cycle cellulaire, P53 induisant par ailleurs des gènes de réponse au stress. Vous vous souvenez que dans le cours précédent, nous avons vu que l'élimination des cellules sénescentes chez la souris en train de vieillir, par cette technique d'ablation génétique des cellules sénescentes dont nous avons parlé dans le cours précédent, était capable de retarder l'apparition des cancers chez la souris. Et puis j'avais aussi mentionné qu'un certain nombre de polymorphismes autour de ce locus CDKN2A sont des polymorphismes qui sont connus au niveau de la population pour contrôler aussi bien le vieillissement spontané que la transformation cancéreuse, et ça évidemment dans le contexte de population humaine. Autre diapo également que je vous avais montré dans le premier cours, c'est là aussi le papier historique décrivant le oncogene-induced senescence qui montre que dans un contexte de fibroblastes normaux, l'induction de RAS va induire une forte prolifération. L'induction de RAS va induire un arrêt de cycle que vous voyez ici. Les cellules s'arrêtent de pousser, elles induisent P53, elles deviennent sénescentes. Mais si on transduit ce même oncogène RAS dans des fibroblastes qui ne possèdent pas P53 ou qui ne peuvent pas exprimer la protéine P16, eh bien dans ces cas-là, la cellule va se mettre à pousser et pousser encore beaucoup plus vite parce qu'elle va avoir en un seul coup, du fait de l'absence de protection, de l'absence de cette sénescence protectrice, elle va être transformée et ça va se manifester en particulier par la formation de colonies dans des milieux semi-solides que vous voyez ici, alors que dans le cas, bien sûr, de fibroblastes normaux, on n'a pas de prolifération. Et toujours dans ces rappels, l'incidence des cancers spontanés chez des souris vieillissantes, dont vous vous rappelez qu'elle était retardée fortement par l'excision des cellules sénescentes par ces techniques de gènes suicides conditionnels que je vous avais détaillées dans le cours précédent. Alors, l'induction de la sénescence cellulaire est donc un puissant mécanisme de protection primaire contre le cancer. C'est l'une des multiples facettes de la réponse au stress. Et au fond, on peut se poser la question, évidemment, le cancer est la chose qui intéresse les populations vieillissantes que nous sommes, mais on peut se poser la question de l'intérêt finalement au niveau évolutif de ce système biologique de sénescence. Et ceci rejoint une question qui a également été posée pour P53. P53 chez l'homme est bien sûr vu comme le grand mécanisme de protection de protecteur du génome, le grand anti-oncogène, ce gène qui est muté dans plus de la moitié des cancers humains, donc une fonction absolument centrale. Mais néanmoins, je vous rappelle que P53 existe déjà chez des êtres unicellulaires qui sont bien sûr incapables de faire des cancers. Et donc il y a une autre fonction, il y a une fonction ancestrale, et la fonction ancestrale a été finalement recyclée ou détournée dans une nouvelle fonction qui est effectivement cette fonction de protéger les organismes multicellulaires complexes et vivants longtemps que nous sommes
contre l'incidence de cette anomalie qu'est le développement des cancers. Une autre question qui est encore complètement ouverte, c'est au fond, dans la transformation naturelle, dans quel ordre vont se passer les inactivations géniques? Est-ce qu'on va avoir, comme dans les modèles que je vous ai présentés, une activation de race, une sénescence et puis ensuite un échappement de cette sénescence par perte de P53 ou perte de P16? Ou est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce que par exemple il pourrait y avoir de petits clones ayant déjà spontanément perdu P53, donc des clones qui ne sont pas capables de faire une sénescence efficace et qui vont ensuite secondairement recevoir une mutation d'un oncogène puissant comme RAS ou d'autres? Et au moins à travers l'exemple des leucémies, on sait que dans certains cas, effectivement, la perte de P53 est première et que donc on va avoir d'abord une perte de P53, un clone qui va avoir un petit avantage sélectif, mais pas tant que ça, mais qui ensuite, en réponse à du stress, ce qui peut être chimique, génotoxique ou autre, va à ce moment-là se mettre à devenir dominant, proliférer, dominer les autres et acquérir d'autres mutations qui vont permettre la transformation complète dans le cancer. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la généralité, sur l'arrêt de cycle. Mais je vous ai dit que la particularité de la sénescence, et ce qui fait toute la différence avec l'apoptose, eh bien sûr, c'est cette signalisation protéique très active, ces messages qui sont envoyés par la cellule, ce SASP. Et donc, après cet arrêt initial de prolifération, qui bien sûr est central aux effets antitumoraux, la mise en route de cette sécrétion de protéines très diverses va bien sûr compliquer les choses. Et elle va compliquer les choses parce qu'un certain nombre des facteurs libérés dans la SASP, par exemple le PDGF-alpha dont on a parlé pour la cicatrisation, qui est essentiel au mécanisme de cicatrisation chez la souris, c'est aussi un produit, c'est un facteur de croissance, et donc c'est un produit qui va favoriser la prolifération de cellules normales ou transformées. Et donc le SASP ou d'autres, le PDGF-alpha ou d'autres facteurs vont directement favoriser l'auto-renouvellement de ces cellules sénescentes et paradoxalement permettre dans certains cas à ces cellules sénescentes dont on pensait qu'elles étaient arrêtées, bloquées, vieillies finalement, va leur permettre de se remettre à proliférer et dans certains cas d'acquérir des caractéristiques de cellules souches. Et il y a également dans ce SASP des protéases, et ces protéases peuvent favoriser la dissémination métastatique de la tumeur, et on en verra un exemple. Et donc, autant la sénescence immédiate va arrêter le cycle et va arrêter la prolifération, autant la sénescence prolongée de cellules présentant une activation oncogénique va pouvoir favoriser la reprise de la croissance et de la transformation. Alors ça, c'est vrai au niveau unicellulaire, dans un contexte qu'on appellerait en anglais cell autonomous, mais c'est encore plus vrai dans le contexte des interactions cellulaires avec le stroma, puisque ces cellules transformées, du fait de la SASP, vont recruter toutes sortes d'autres cellules autour d'elles, des cellules du système immunitaire, des macrophages, des fibroblastes, toutes sortes de cellules pour constituer ce stroma. Et finalement, ce stroma cellulaire et l'interaction entre ce stroma cellulaire et la cellule cancéreuse elle-même a été entièrement revisité, qui est quelque chose qui est connu depuis 25 ans, a été entièrement revisité avec cette notion de ce SASP, parce que ce SASP, que les signaux viennent de la cellule cancéreuse ou que les cellules viennent du stroma, est finalement le substratum de cet échange entre la cellule cancéreuse et le tissu de soutien. Et donc, il va y avoir le recrutement et l'activation du compartiment de soutien, qu'on appelle le stroma pour les tumeurs solides, qu'on appelle les niches pour la leucémie, et qui vont donc entretenir des rapports complexes avec les cellules transformées qui, en général, vont être des rapports de survie réciproque, l'un attirant l'autre et le faisant vivre, et l'autre participant à la croissance du premier.
Et donc, dans beaucoup de modèles, ce stroma va favoriser, ce stroma ou la niche, dans le cas de la leucémie, va favoriser la survie et la croissance tumorale. Et une expérience bien connue, c'est que quand on cherche à faire des prises de greffe, par exemple des greffes de cellules cancéreuses humaines ou des greffes de lignées chez des souris immunodéprimées, eh bien on sait que la co-injection de cellules sénescentes va favoriser grandement la prise de greffe parce que ces cellules sénescentes vont libérer localement, à l'endroit où on va mettre l'inoculum de cellules cancéreuses, eh bien on va avoir tous les facteurs de croissance nécessaires pour que dans un premier temps cet inoculum survive et que dans un deuxième temps cet inoculum se mette à proliférer. Alors, encore un niveau de complexité supplémentaire, c'est que je vous ai dit que ce stroma allait être attiré, mais ce stroma, en réponse aux signaux de SASP, va lui-même devenir sénescent. Et donc ces fibroblastes, ces cellules immunitaires qui entourent la tumeur, vont elles-mêmes devenir sénescentes et vont donc se mettre à sécréter, elles aussi, un SASP. Et donc ceci sous-tend ces interactions croisées portées par des facteurs de croissance, portées par des cytokines entre ces différents types cellulaires. Et donc, au fond, dans un modèle relativement simple, la cellule porteuse d'une mutation va dans un premier temps s'arrêter de pousser, devenir sénescente. Bon cas de figure, elle va être capable de recruter des cellules immunes et elle va être éliminée, et donc là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas éliminée rapidement, finalement, il y a un équilibre complexe et instable qui va s'établir entre cette cellule transformée, sénescente ou pas, le stroma qui l'environne, lui aussi sénescent ou pas. Et dans cette phase chronique, il y a manifestement un rôle extrêmement important, mais pas encore totalement compris, du système immunitaire, et c'est peut-être le moment auquel va avoir lieu ce qu'on appelle l'immune editing, dans lequel il va y avoir là aussi des interactions entre les cellules cancéreuses et le système immunitaire, où les cellules cancéreuses qui sont reconnues vont être éliminées par le système immunitaire, mais peu à peu, on va sélectionner des groupes de cellules qui seront moins reconnues et qui vont ensuite devenir invasives. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut symboliser ça finalement de manière assez simpliste. On a une cellule qui va recevoir par exemple une mutation de race. Elle va devenir sénescente. Avant de devenir sénescente, elle aura peut-être le temps de se diviser un petit peu, et puis avec le SASP, elle va induire de la sénescence dans les cellules voisines pour créer ce premier foyer d'un mélange de cellules transformées ou non transformées, sénescentes et sécrétant ces cytokines. Et puis secondairement, on va commencer à recruter des cellules immunes. Et parmi ces cellules immunes, ces cellules de soutien, les fibroblastes, certaines vont être sénescentes, d'autres pas. Et chacune de ces cellules sénescentes va sécréter cette signalisation qui va contribuer au dialogue entre ces différents types de cellules, dialogue qui va évoluer finalement vers un état où certaines cellules soutiennent la survie des autres et réciproquement. Et donc à la fin, on a un mélange tout à fait compliqué avec finalement des cellules transformées qui sont représentées ici avec cette forme anormale, et puis des cellules sénescentes ou pas, et un stroma qui l'entoure, sénescent ou pas, et des échanges absolument multiples de facteurs de croissance, de facteurs recrutant des cytokines, on a parlé de l'IL6 déjà, et autour de cette cellule cancéreuse, on va pouvoir induire la sénescence de cellules normales, on va pouvoir avoir des cellules qui sont devenues sénescentes en réponse par exemple à de la chimiothérapie, des cellules qui sont devenues sénescentes simplement à cause de l'âge, et toutes ces cellules vont communiquer les unes avec les autres par l'intermédiaire de ces facteurs solubles, de ces facteurs de croissance. Donc, ce micro-environnement cellulaire va pouvoir contrôler la survie, l'auto-renouvellement, mais aussi la mobilité et l'invasion. Et je vous ai dit que dans les
la sécrétion de ce SASP, il va y avoir des protéases en particulier, il va y avoir des facteurs angiogéniques, et tout ceci, dans le cadre d'une tumeur déjà bien établie, va contribuer à l'évolution, à la progression de cette tumeur, avec la capacité induite par cette sécrétion protéique d'induire de la mobilité et de l'invasion. Et ce qui conduit à une vision beaucoup plus complexe que la vision simplement génétique qu'on a pu avoir pendant longtemps d'une cellule cancéreuse, des interactions multiples entre signalisation intracellulaire dans la transformation, et probablement c'est à travers une analyse à la carte dans laquelle on va faire des photos à la fois de la cellules cancéreuses elles-mêmes, de ces lésions génétiques, de la composition de son stroma, des cytokines qui peuvent être relarguées, qu'on va pouvoir aborder d'une manière nouvelle la compréhension de cette évolution tumorale à travers les interactions tumeur-stroma. Et ce qui vous est représenté, vous voyez ici, toujours la tumeur, les cellules inflammatoires qui l'entourent, ces échanges de cytokines qui contribuent à la croissance des cellules endothéliales, à la néoangiogénèse, donc des vaisseaux qui vont venir proliférer pour nourrir cette tumeur, également des protéases qui vont permettre éventuellement à ces cellules tumorales de venir s'insérer dans ces vaisseaux et d'aller se disséminer ailleurs dans l'organisme. Et également, ces cocktails de cytokines peuvent participer à un phénomène qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse, donc qui est un changement de nature même de la cellule cancéreuse, quelque chose qui s'apparente à la reprogrammation, qui fera l'objet d'un prochain cours, mais qui est importante pour l'évolution des tumeurs solides. Alors, comment est-ce que ceci contribue à notre compréhension du cancer? Alors, une des premières choses, c'est qu'à partir du moment où on a des tumeurs, des facteurs solubles, eh bien, il y a une intervention possible, par exemple par des anticorps, et on peut arriver par des anticorps à bloquer certains de ces facteurs solubles. Et une facette importante de ce contrôle par cette sénescence associée au stroma, associée à la sénescence, c'est qu'elle va participer au recrutement et aussi aux fonctions du système immunitaire. Et ceci, évidemment, dans la vue maintenant importante qu'on a des relations entre système humain et cancer, est une facette importante pour comprendre à la fois l'immunosurveillance des cancers et également la thérapeutique par inhibiteur de ce qu'on appelle les checkpoints, pour lesquels on est capable de restaurer l'activité du système immunitaire. Et donc, ces facteurs présents dans le stroma et sécrétés par la tumeur, contrôlant l'activation du système immunitaire, sont probablement quelque chose d'extrêmement important pour comprendre l'efficacité ou la non-efficacité de ces inhibiteurs des checkpoints immunitaires. Et on verra tout à fait à la fin du cours un exemple qui est un exemple d'un modèle chez la souris, le modèle où tout va bien, mais où on est capable de disséquer très exactement les contributions exactes, mécanistiques, par lesquelles la tumeur est capable d'activer le système immunitaire. Alors voilà une revue récente consacrée à cette question, montrant finalement cette complexité de ce cancer solide, avec cette diversité de cellules qui sont recrutées dans la tumeur ou en périphérie de la tumeur, des cellules sénescentes, cette sécrétion de ces facteurs de type SASP qui vont recruter, dans ce cas, une panoplie de cellules immunes qui vont contrôler à la fin la tumeur, mais avec des sécrétions un petit peu différentes et d'autres types de cellules immunitaires, eh bien, on peut avoir au contraire un effet, le SASP qui va être immunosuppresseur, et donc situation dans laquelle cette sécrétion induite par des cellules sénescentes va participer au contraire à la progression tumorale en bloquant l'effet spontané du système immunitaire. Bon, alors comment est-ce qu'on a pu étudier l'importance de la sénescence après
l'installation du cancer. Donc on a vu la première phase, on a une mutation génétique qui apparaît, on a une réaction de sénescence. Si tout se passe bien, la cellule est éliminée, on n'en parle plus. Mais quand on a maintenant un cancer établi, est-ce qu'il y a encore une possibilité de moduler cette sénescence? Et historiquement, les premières expériences qui ont été faites sont des expériences d'ablation d'oncogènes, donc des modèles de cancer chez la souris, des modèles génétiquement déterminés dans lesquels, avec un certain nombre d'artifices, et en particulier avec des promoteurs qui sont inductibles par des substances solubles, on est capable d'induire ou de désactiver l'oncogène, un oncogène maître, dans une tumeur déjà bien établie. Et on va voir quelques illustrations dans les diapositives qui suivent, mais dans certains cas, eh bien, on va avoir une induction massive de sénescence, c'est-à-dire que, au fond, la tumeur déjà bien installée a absolument besoin de l'expression de ces oncogènes maîtres, et si on supprime brutalement ces oncogènes maîtres, on crée un déséquilibre dans le réseau de régulation de cette cellule qui est vécu comme un stress, et ce stress qui est lié à l'ablation d'oncogènes, la cellule va y répondre par une induction massive de sénescence. Alors parfois c'est de l'apoptose, et dans certains cas c'est rien du tout. Et dans les cas caricaturaux qui ont été explorés dans ces expériences un peu historiques, cette sénescence massive va être souvent suivie d'une élimination tumorale rapide, et cette élimination tumorale rapide va dépendre de l'intégrité du système immunitaire. Et si on n'a pas de système immunitaire, eh bien la décroissance de la population tumorale est beaucoup diminuée. Alors, les premiers modèles qui ont été faits étaient des modèles avec l'oncogène MYC. Vous vous rappelez que l'oncogène MYC est un oncogène central dans la régulation de la prolifération et du métabolisme. Il est impliqué, par exemple, chez l'homme dans une maladie qu'on appelle le lymphome de Burkitt, où du fait d'une translocation chromosomique, il va se retrouver très fortement surexprimé. Et cette surexpression est l'anomalie maîtresse qui va permettre la croissance de ces cellules. MYC, en fait, est un régulateur maître de la prolifération cellulaire. Il va permettre de faire des ribosomes, de la synthèse protéique, de la synthèse d'ADN. Et donc, dans ces modèles par surexpression de MYC, on va voir qu'en fait, la réponse est variable suivant les tissus. Et donc, dans certains tissus, on va avoir une sénescence massive. Dans d'autres tissus, ce sera plutôt de l'apoptose. Et puis, dans d'autres tissus, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Le rapport direct avec la physiopathologie des tumeurs humaines est probablement un tout petit peu éloigné, parce que dans ces modèles, on a une expression énorme de MYC, probablement très supérieure à ce qu'il existe dans la plupart des tumeurs humaines. Mais on peut quand même se poser la question de la relevance de ces observations à ce qu'on appelle des traitements ciblés. Vous vous rappelez, ces traitements ciblés peuvent être par exemple des inhibiteurs de kinase, et un traitement par des inhibiteurs de kinase va bloquer de facto, immédiatement, la fonction d'un oncogène, et dans certains cas, ceci s'accompagne de différenciation ou de sénescence. Alors voilà des images, premier papier, publié par un groupe de Stanford il y a un peu plus de 10 ans. Surexpression massive de MYC, on a une belle tumeur du foie, un hépatocarcinome, on peut avoir aussi des tumeurs des ganglions, des lymphomes, et très rapidement, quasiment quelques heures après avoir, ou quelques jours après avoir éteint l'expression de MYC, eh bien, vous retrouvez cette coloration bleue à laquelle vous êtes maintenant habitué, qui vous est familière, qui traduit la coloration par la SA-bêta-gal, un marqueur extrêmement typique de sénescence. Et vous voyez qu'elle est massive dans le cancer du foie. Elle est en revanche beaucoup moins nette dans les lymphomes. Il y a quelques cellules sénescentes, mais la majorité des cellules ne sont pas sénescentes. On va également avoir une activation massive de P16, un des produits de CDKN2A.
Et puis on va avoir une induction de cible de P53 comme P21. Donc on a toutes les signatures finalement, de manière assez paradoxale, les mêmes signatures que dans la sénescence oncogénique. Là, le fait d'enlever l'oncogène va permettre d'induire tous les marqueurs de la sénescence. Alors, in vivo, ça dépend de P53. Et donc, dans ces expériences, alors cette fois-ci, là, c'est in vitro avec des cellules qui ont été sorties de l'organisme, on voit que cette sénescence, que ces cellules ex vivo ont besoin de MYC pour proliférer. Et par contre, si on enlève MYC, vous voyez qu'elles deviennent toutes bleues, et elles deviennent toutes bleues à condition qu'on ait bien P53. Donc, comme pour l'induction de la sénescence par l'oncogène, P53 est un gène absolument essentiel à cette induction de sénescence. Et si maintenant on a enlevé P53, vous voyez qu'il ne se passe plus rien. Si on remet P53, on va récupérer une induction de sénescence, et ceci s'accompagne d'une régression tumorale, comme vous pouvez le voir cette fois-ci in vivo. Si on n'a pas de P53, il n'y a pas vraiment de régression. Donc, par contre, si on réintroduit P53 dans ces cellules qui en sont dépourvues, eh bien, on récupère cette sensibilité à cette dépendance à l'oncogène MYC, donc montrant au fond, dans ce système comme dans pas mal d'autres, que la sénescence par arrêt d'expression d'oncogène, par ablation d'oncogène, nécessite ensuite en aval P53, gène maître de la réponse au stress, pour induire les effets biologiques. Alors, ensuite, par des approches d'inactivation, d'extinction par shRNA, on peut montrer que effectivement tous les acteurs habituels de la sénescence sont nécessaires pour avoir cette induction de sénescence après extinction de MYC. Il faut P16, il faut RB, il faut P53, on l'a déjà vu. Et ces expériences ont été validées ensuite in vivo. Et donc la régression tumorale, parce que c'est bien sûr d'avoir une réaction de sénescence ex vivo, ce qui importe, c'est la survie. Et on voit que la survie, là aussi, va nécessiter, le gain de survie après extinction de MYC va nécessiter l'intégrité des voies de sénescence. Si les voies de sénescence sont altérées, on ne va pas avoir de gain de survie. Et donc, ces auteurs ont proposé ce modèle, au fond, assez élégant par sa symétrie, où quand on part d'une cellule vierge et qu'on va mettre une forte expression de MYC, la plupart des cellules vont devenir sénescentes et puis un petit nombre va être transformé. Mais dans ce petit nombre de cellules transformées, si maintenant on enlève MYC et que finalement on revient au point d'origine, eh bien là aussi on va induire de la sénescence avec les mêmes mécanismes moléculaires. Et ceci va conduire à une régression tumorale, montrant donc que ce déséquilibre brutal dans les réseaux transcriptionnels allait être, dans le cas maintenant d'une cellule cancéreuse, responsable par le stress qu'il provoque de cette induction de sénescence. Bon, alors ça, c'était des systèmes extrêmement artificiels. Et à peu près à la même époque, d'autres auteurs ont pris des systèmes probablement plus naturels et plus élégants. Et cette fois-ci, au lieu de s'intéresser à l'ablation d'un oncogène maître comme MYC, cette fois-ci, ils vont restaurer la fonction d'un anti-oncogène. Et donc, ces expériences ont été faites avec P53, avec une construction assez astucieuse dans laquelle le locus P53 normal est interrompu par une cassette qui peut être excisée par une activité de type creux recombinase. Et donc, en germinal, dans toutes les cellules, P53 est bloqué du fait de cette séquence. Et si on fait agir la crée recombinase, on va restaurer la fonction normale de P53. Donc, au fond, on crée une souris qui n'a plus de fonction de P53 normale. Vous vous souvenez que l'absence de P53 normale va conduire au développement de tumeurs spontanées. Et on est capable, à un moment donné, et en particulier dans une tumeur, de pouvoir restaurer cette fonction de P53 pour voir ce qui va se passer. Ceci vous est illustré ici. Vous avez donc probablement des fibroblastes. À l'état basal, il n'y a pas de P53, comme dans les souris qui sont dépourvues de P53.
Mais si on fait agir la cré-recombinase, qui va exciser ce bloc génétique qui empêche la transcription du gène, on va retrouver cette fois-ci l'expression normale de P53 et activer ces cibles d'aval comme l'inhibiteur de cycle P21. Et donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont pris ces souris qui n'avaient donc plus de P53 à l'état normal, ils les ont probablement un petit peu, je crois de mémoire, un peu irradiées, et donc la perte de P53 plus l'irradiation va faire qu'un certain nombre de ces souris vont développer des cancers spontanés, comme vous en voyez un ici sur cette image en IRM. Et là, c'est un bel exemple de ces cliniques, des hôpitaux de la souris qui ont été développés dans un certain nombre de centres qui font de la recherche poussée sur le cancer. Donc ces souris sont suivies et dès que, par des analyses d'IRM, et chaque fois qu'elles ont une tumeur, ensuite, eh bien, on va injecter du tamoxifène. Tamoxifène, qui est une hormone qui va activer la cré-recombinase, et donc on est capable, au fond, brutalement, de réintroduire une activité, une fonction normale de P53 dans cette tumeur qui n'en avait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'on a un effondrement de la tumeur, montrant donc que la restauration de la fonction normale de P53 va être suffisante pour induire la disparition de ces cancers. Alors, la question, évidemment, c'était de savoir de quoi allaient mourir ces cellules cancéreuses. Et ceci vous est représenté ici. Donc, on va rétablir la fonction de P53. On voit ici en brun la fonction de P53 qui est réexprimée. En revanche, cette analyse qu'on appelle le tunnel, qui est une technique qui va permettre de visualiser l'apoptose, montre qu'il n'y a pas d'apoptose. Il n'y a pas d'apoptose, donc cette régression ne fait pas appel à un mécanisme apoptotique, et en revanche, on va avoir tous les signes de la sénescence avec, en réponse à l'activation de la cré-recombinase, des cellules qui deviennent bleues dans la tumeur et l'expression de ces protéines qui vous sont maintenant familières, hein, P53, P15, P16, tous les marqueurs de sénescence sont là, montrant que donc, au moins dans le cas des lymphomes, des sarcomes, pardon, dans le cas des sarcomes, la disparition de la tumeur fait par la réinduction de P53 va faire appel à un processus qui est un processus de sénescence et pas un processus d'apoptose. En revanche, dans les lymphomes, c'est l'inverse. Là, c'est plutôt l'apoptose qui est dominante. Alors, un autre modèle publié en fait dans le même numéro de Nature qui s'adresse à un mécanisme un tout petit peu différent. Donc, dans ce cas-là, ce sont des tumeurs qui sont obtenues par l'activation, la mutation de RAS et l'inactivation de P53, mais cette fois-ci, l'inactivation de P53 est réalisée grâce à des petits ARN interférents. Et donc, l'expression de ces shRNA peut être contrôlée, là encore une fois, au niveau transcriptionnel par un médicament qui est la doxorubicine. Et donc, on est capable, chez la souris, au moment où elle a la tumeur, de pouvoir remettre P53, réactiver P53 dans ces tumeurs. Ce qui vous est représenté ici, et vous voyez que la tumeur va être extrêmement active, ce qui est représenté par cette couleur rouge. On réinduit P53 et on a une disparition de la tumeur. Et en fait, la disparition se poursuit même après que l'on ait réenlevé la fonction de P53. Donc on a un pulse, on a une bouffée de transcription de P53 qui va permettre d'induire un programme génétique et un programme cellulaire qui va conduire à l'élimination de cette tumeur in vivo. Et là encore, quand on regarde sur les tissus, quand on fait l'histologie de ces tissus, on s'aperçoit que des marqueurs classiques que sont de l'apoptose, que sont le tunnel ou les caspases, ne sont pas allumés. En revanche, on a un arrêt de cycle
caractéristique de la sénescence. Et effectivement, quand on va commencer à regarder la sécrétion de SASP, on va retrouver tous les facteurs habituels de cette réponse de type sénescente à la réintroduction transitoire de P53. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de médicaments qui sont développés, qui sont en essai clinique, dont le but est de restaurer la fonction d'une P53 mutante. Et donc ceci suggère, ces expériences suggèrent que même si on est capable de restaurer transitoirement une partie de la fonction de P53 avec ces médicaments, on va avoir un effet antitumoral qui peut passer par de la sénescence. Et alors, de manière assez intéressante, dans ce modèle, on voit la décroissance de la masse tumorale après restauration de P53. Et si l'on regarde un certain nombre d'effets du blocage d'un certain nombre de molécules qui sont impliquées dans l'immunité innée, en particulier dans l'activation des lymphocytes de type NK, on voit que le blocage de ces molécules de l'activité innée va être associé à une diminution de l'effet antitumoral. Et cette diminution de l'effet antitumoral n'est pas liée à une diminution de la sénescence. Et ceci déjà est une anticipation sur le fait que ces auteurs ont montré par la suite que l'induction de la sénescence allait en fait, dans ce modèle-là, induire le recrutement de l'immunité innée, en particulier des lymphocytes NK, et que l'activation de ces lymphocytes NK va être responsable de cette élimination de la tumeur. Bon. Donc, ça, c'était des modèles génétiques qui vous montrent que, au fond, dans une tumeur déjà bien établie, l'induction de la sénescence est possible à travers l'interférence avec la fonction des oncogènes maîtres. Et ceci, évidemment, a une importance particulièrement grande dans le cadre de ce qu'on appelle les traitements ciblés, puisque les traitements ciblés vont être des petites molécules qui vont bloquer, au moins transitoirement, la fonction d'un certain nombre d'enzymes, la fonction d'un certain nombre de protéines qui sont indispensables à la transformation cellulaire. Mais les traitements conventionnels, et en particulier la chimiothérapie, l'irradiation, mais aussi un certain nombre d'inhibiteurs de CDK ou d'inhibiteurs de kinase, sont également capables d'induire des réactions de sénescence. Et aujourd'hui, il y a énormément de recherches, et on verra des illustrations de travaux très récents à la fin de ce cours, pour essayer de comprendre, au fond, cette sénescence induite par des traitements conventionnels et éventuellement par des manipulations, et en particulier des manipulations du système immunitaire, de rendre cette sénescence plus efficace au niveau de l'élimination de la tumeur. Donc, quel est le rôle est-ce que d'abord, dans le cas des traitements, il y a vraiment des traitements conventionnels, en particulier de chimiothérapie, est-ce qu'il y a vraiment de la sénescence? On va voir que c'est le cas. Et quel est le rôle de cette sénescence dans la réponse? Et on peut même aller plus loin, puisque vous vous souvenez que nous avons vu dans le second cours, je crois, que certaines chimiothérapies étaient capables d'induire la sénescence des cellules normales. Et donc, au fond, dans cette réponse à la chimiothérapie, quelle est la part qui revient à la sénescence de la tumeur ou à la sénescence de certaines cellules du stroma? Et par exemple, il y a des travaux anciens qui suggéraient que certains des effets antitumoraux de la radiothérapie passaient en fait par une induction de la sénescence dans l'endothélium vasculaire, et que donc la cible primaire finalement dans ce cas-là, c'était plus le stroma que la tumeur elle-même. Alors, qu'en est-il? Donc là aussi, papier historique publié dans Cell en 2002, utilisant un modèle relativement artificiel, mais un modèle qui a permis de bien comprendre le devenir de ces souris. Donc ça, c'est de l'imagerie in vivo. La tumeur est marquée à la luciférase, et donc on est capable de mesurer directement in vivo chez la même souris l'élimination de la tumeur simplement par la production de lumière. Et donc on a des lymphomes
créé par la surexpression de MYC. Donc c'est à nouveau un système dépendant de la forte surexpression de MYC. Et les auteurs ont considéré trois modèles. Le modèle standard, le même modèle mais dans lequel on n'a plus P53, et donc vous vous rappelez qu'il était résistant à la sénescence, et puis un autre modèle dans lequel ils ont transduit une protéine dont on a déjà parlé, dont on va encore reparler aujourd'hui, qui s'appelle BCL2. BCL2, c'est une protéine de la mitochondrie et qui va bloquer en fait l'induction de l'apoptose. Et donc une tumeur qui surexprime BCL2 n'est plus capable ou est moins capable de mourir d'apoptose. Et donc ce qu'ont vu ces auteurs, c'est qu'au fond, la réponse immédiate à la chimiothérapie, et là de mémoire je crois que c'était de l'endoxan, donc vous avez qui est utilisée dans le traitement des lymphomes, vous avez une belle élimination de la tumeur, contrôle, vous avez une élimination beaucoup moins rapide de la tumeur qui n'a pas P53, et puis quand vous avez BCL2, vous n'avez plus aucune élimination de la tumeur sur cette période de temps. Donc ça suggère que effectivement l'apoptose immédiate contribue à l'élimination tumorale dans ce modèle et que donc au moins ce qui se passe dans les 15 premiers jours va dépendre très largement de l'apoptose. Mais si maintenant on regarde la survie, alors les choses sont très différentes, puisque les tumeurs qui n'ont pas P53, même si on a rajouté BCL2, vous voyez, vont conduire à la mort immédiate des souris, alors que la surexpression de BCL2, dont vous avez vu qu'elle bloque presque complètement la réponse immédiate, eh bien, cette surexpression de BCL2, au fond, n'est pas associée à une résistance à long terme au traitement. Et donc, c'était ce qui a frappé ces auteurs et ce qui les a poussés à explorer cette situation, au fond, c'est que BCL2, qui pourtant bloque la réponse immédiate à l'endoxan, va affecter relativement peu la survie à long terme. Et donc, on cherchait à comprendre ce qui se passe. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un arrêt de cycle très rapide au bout d'une semaine, qui est marqué par l'absence d'incorporation nucléotide ou un marqueur classique de prolifération. Et puis on va voir un certain nombre de signes de sénescence, comme une induction immédiate de P53, et l'arrêt de cycle est totalement P53 dépendant, suggérant que peut-être que c'est de la sénescence. Et effectivement, vous voyez que là, on a des tumeurs qui, au bout d'une semaine, sont totalement bleues. Donc, elles ne vont pas disparaître tout de suite, elles ne vont pas mourir tout de suite. Par contre, on a un arrêt immédiat de prolifération. Et c'est cet arrêt de prolifération induit par la sénescence qui va être responsable de cette survie prolongée. Et on a d'autres signes de sénescence, en particulier une induction massive de cette protéine P16. Et donc ceci a conduit, et c'était relativement révolutionnaire à l'époque. À l'époque, on était persuadé que la chimiothérapie agissait principalement en induisant la mort, qu'elle allait induire cette apoptose immédiate. Et ces travaux, donc, publiés dans Cell, ont une énorme visibilité pour dire qu'au fond, il y avait peut-être un équilibre et que P53 allait être l'arbitre de l'équilibre entre l'apoptose et la sénescence, et que la sénescence, au moins dans des contextes où l'apoptose était bloquée, donc quand on avait surexprimé BCL2, cette sénescence allait contribuer à la réponse thérapeutique et contribuer à l'augmentation de survie des animaux qui portaient cette tumeur. Alors, très récemment, et ça c'est encore ces travaux qui ont été publiés il y a quelques semaines, là aussi dans Cell, maintenant effectivement, l'équilibre entre apoptose et sénescence est devenu quelque chose de classique, très étudié, et il y a beaucoup d'arguments pour penser que la survie à long terme, elle, va nécessiter la sénescence des cellules cancéreuses. Et avec des études très élégantes menées dans des lignées cellulaires dans lesquelles on est capable
par des techniques de cellules uniques, donc avec de l'imagerie de pointe, on est capable de mesurer le taux de P21 dans chaque cellule et on est capable de suivre chaque cellule pour savoir ce qui va lui arriver. Et donc, sans rentrer dans les détails expérimentaux qui sont un peu compliqués, ce que ces auteurs ont pu montrer, c'est qu'au fond, avec une cellule qui va être soumise à un choc par une forme de chimiothérapie qu'on appelle la doxorubicine, qui est une anthracycline largement utilisée en traitement des leucémies, par exemple, on allait avoir 3 cas de figure. Au fond, si on saisit cette cellule au moment où on est en train de répliquer son ADN, la doxorubicine est une molécule qui va interférer avec la réplication de l'ADN. Donc si la cellule est en train de répliquer son ADN, on lui donne de la doxorubicine, elle va en sénescence directe. Ça traduit le fait qu'on l'a ciblée finalement dans un moment où elle était extrêmement fragile, extrêmement sensible. Elle est en train de réparer son ADN, on bloque les topoisomérases, elle va passer en sénescence directement. Mais par contre, le problème était de comprendre ce qui se passait pour les autres cellules, celles qui sont dans la phase G0, G1 du cycle cellulaire, donc celles qui sont encore dans cette phase de réflexion pour savoir si elles vont aller se diviser. Je vous rappelle que dans une tumeur, l'immense majorité des cellules, dans une tumeur naturelle chez l'homme, l'immense majorité des cellules est en phase G0, G1. Et donc là, ce que ces auteurs ont trouvé, c'est qu'au fond, là, c'est la dose de P21 qui compte. Et si en phase G0, G1, pardon, on a une très forte induction de P21, à ce moment-là, on va en sénescence. Et si on a une induction qui est quantitativement moins forte, eh bien, on va avoir un arrêt de cycle transitoire et ensuite on va reprendre la prolifération. Ce qui conduit à ce schéma dans lequel, au fond, quand on est en phase S, on est en train de synthétiser de l'ADN, quoi qu'il arrive, on va vers la sénescence. Et puis, quand on n'est pas en train de synthétiser de l'ADN, si on a une induction très forte de P21, à ce moment-là, on va en sénescence. Et si on a une induction intermédiaire, eh bien, on va avoir un arrêt de cycle transitoire, et puis P21 va disparaître, et on va repartir dans un cycle normal de prolifération, au fond, comme si rien ne s'était passé. Alors, ces travaux sont extrêmement importants parce qu'ils soulignent le rôle central de P21 et de l'hétérogénéité de la réponse transcriptionnelle à P53 dans le devenir à long terme. Et c'est pour ça que ces travaux ont été publiés dans Cell, ont une très grosse visibilité scientifique, parce que ça suggère pour la première fois qu'au niveau de la cellule individuelle, on est capable de commencer à comprendre ce qui se passe. Et pour rentrer en sénescence, soit il faut casser complètement l'ADN, c'est ce qui se passe là, soit il faut avoir une induction massive de P21. Et donc, cela souligne le fait qu'il faut quantitativement être capable de réaliser cette induction massive et majeure pour être capable d'aller en sénescence. Donc, ce que ces travaux ont montré, ce que d'autres travaux ont montré, là je vous résume un peu la littérature, c'est que cette sénescence induite par le traitement, elle va bien sûr dépendre de l'intégrité des effecteurs clés, et donc une cellule rentrera d'autant plus facilement en sénescence que sa signalisation P53, sa signalisation AB, et que le locus CDKN2A, donc P16-ARF, est intact. Et donc, l'idée qu'il peut y avoir une thérapeutique par sénescence, qui est une idée qui est actuellement poussée par beaucoup de groupes, et il y a des illustrations que ceci est effectivement possible, eh bien, cette thérapeutique par sénescence, on peut tout de suite se dire qu'elle va être particulièrement active dans des sous-groupes de tumeurs définis génétiquement, pour lesquels ces voies sont intactes, ou au moins pour lesquelles elles sont réactivables, et donc pour lesquelles, avec des interventions thérapeutiques, on va pouvoir remettre en route cette signalisation, ce qui évidemment va être beaucoup plus difficile si P53 est muté ou si le locus CDKN2A est inactivé. Alors, cette thérapeutique par sénescence existe.
mais on ne sait pas toujours, enfin la sénescence en réponse à la thérapeutique va exister, mais on ne sait pas, et c'est encore très probablement une analyse à la carte qui va nous montrer si c'est ça qui guérit. Et il y a des travaux, par exemple, sur la chimiothérapie de certaines formes de cancer du sein, travaux auxquels nous avons participé et qui ont été ensuite confirmés par des modèles animaux, qui montrent qu'au fond, pour la réponse à des chimiothérapies particulièrement agressives et violentes, ça n'est ni la sénescence ni l'apoptose qui est responsable de la guérison, mais plutôt une catastrophe mitotique, c'est-à-dire le fait que les cellules cancéreuses vont rentrer en division avec des chromosomes qui sont soudés les uns aux autres. Et donc ces chromosomes soudés les uns aux autres ne vont pas pouvoir se diviser et la cellule va mourir à ce moment-là de catastrophe mitotique. Et la sénescence, en fait, a plutôt un rôle antagoniste dans ce modèle-là. Donc l'interprétation n'est pas forcément univoque et je pense qu'il va falloir une interprétation et des réflexions qui vont, comme toujours, et là aussi le modèle de l'hématologie maligne est particulièrement important, des modèles à la carte où il faut intégrer tout à la fois la cellule d'origine, donc quelle est la cellule qui a été transformée, la cartographie des lésions génétiques, et le type du traitement. Et c'est en confrontant ces trois facteurs qu'on va pouvoir se faire une idée un petit peu précise, éventuellement d'être un peu prédictif pour comprendre ce qui va pouvoir se passer. Et il peut y avoir en plus, comme on va le voir, des antagonismes entre les effets à court terme et les effets à long terme. Et donc des choses qui peuvent être désirables à court terme peuvent être particulièrement néfastes quand on regarde à long terme. Donc, pour illustrer maintenant cet effet des antagonismes entre court terme et long terme, je vais vous commenter deux papiers très récents, là aussi, vous voyez, sortis en décembre dernier, donc il y a un peu moins d'un an dans Science, qui était la grande étude que tout le monde attendait pour essayer de disséquer au niveau mécanistique de l'élimination des cellules par un mécanisme sénescence dépendant. Donc, de quoi s'agit-il? Un modèle assez classique, au fond, où on va avoir une mutation de race et une inactivation de P53, et on va traiter avec deux médicaments, un inhibiteur de kinase qui va bloquer la voie RAS, et un inhibiteur du cycle cellulaire, un inhibiteur de CDK qui va bloquer la voie E2F et la prolifération. Et donc, très schématiquement, ce qu'on voit, c'est que les deux médicaments, un ou l'autre des médicaments, n'ont pas vraiment d'activité propre, mais par contre, si on combine les deux, on va avoir un effet. Donc, si on bloque la voie de prolifération par RAS et si en plus, dans ces cellules, on bloque le cycle cellulaire, à ce moment-là, on va avoir un bel effet antitumoral, et cet effet antitumoral va s'accompagner d'une prolongation de la survie, mais comme vous voyez, pas du tout d'une guérison. Mais au moins, on a une efficacité thérapeutique, et c'était un des premiers modèles pour lesquels on avait une belle efficacité thérapeutique sur des tumeurs mutéras. Alors, ce que ces auteurs ensuite ont cherché, c'est à quantifier la présence de ces lymphocytes de type NK. NK, ça veut dire natural killer, c'est-à-dire qui tuent naturellement, qui tuent sans rien. Et il semble qu'une partie de cette immunité antitumorale primaire passe par l'activation de ces cellules NK. Ces cellules NK vous sont quantifiées ici. Vous voyez qu'il y en a plus avec la combinaison qu'avec l'un ou l'autre des deux médicaments. Et de manière particulièrement importante, ce gain de survie lié au traitement par la combinaison, il peut être perdu si on administre en même temps un anticorps qui va dépléter l'organisme en cellules NK. Donc si on n'a pas de cellules NK, on ne va pas avoir de régression tumorale, suggérant donc qu'on est bien finalement dans cette problématique d'induction de la sénescence suivie d'élimination par des cellules NK. Alors, encore faut-il le montrer. Effectivement, la quantification de la bêta-gale vous montre qu'il n'y a que la combinaison qui va induire cette sénescence, ce marqueur de sénescence. C'est aussi le seul qui va donner des arrêts de cycle prolongés que vous voyez ici sur l'effet clonogénique. Et quand on fait des mesures d'expression de gènes, on va trouver deux blocs.
un premier bloc qui est le cycle cellulaire. Donc on connaît une centaine de gènes au moins qui marquent la progression dans le cycle cellulaire. Vous voyez qu'ils sont tous éteints, mais ils ne sont tous éteints que par la combinaison. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la fois l'inhibiteur de kinase et l'inhibiteur de cycle cellulaire pour obtenir cet arrêt de cycle qui vous est représenté ici en bleu, qui est massif dans 3 modèles différents. Et en particulier dans ces cellules-là, il n'y a que la combinaison qui va allumer cette signature. Pardon, monsieur, là, vous gênez un petit peu. Voilà, merci. Et vous voyez que cette signature donc, de cytokine, ce SASP, qui vous est représenté ici, n'est vraiment bien allumée que par la combinaison de cet inhibiteur de kinase et de cet inhibiteur de CDK. Bon, donc ensuite, les... Oui, monsieur, je suis désolé, là, vous êtes devant le projecteur, ce qui est un peu gênant. C'est surtout le chapeau qui gêne, on va dire. Voilà. Alors, donc ensuite, le but de cette étude, c'était évidemment de disséquer au niveau mécanistique le mécanisme de cette régression tumorale. Et donc, ce que ces auteurs ont fait, c'est qu'ils ont d'abord inactivé la voie NF-κB. Vous vous souvenez que dans le premier cours, nous avons vu que la signature SASP nécessitait, beaucoup de cas, la voie NF-κB. Et effectivement, ils voient que quand on bloque la voie NF-κB, il n'y a plus de régression tumorale. Et ce qu'ils vont montrer, en fait, c'est que l'infiltration de la tumeur par des cellules NK ne dépend pas de la voie NF-κB. Ce qui dépend de la voie NF-κB, c'est la présence de NK activés. Et donc, ils vont arriver à la conclusion qu'en fait, ce SASP, il va être indispensable surtout pour que ces natural killers, ces tueurs naturels, soient en état de tuer, qu'ils soient pleinement actifs et qu'ils puissent donc supprimer la tumeur. Et ils vont pouvoir démontrer ça, entre autres montrer un rôle d'un des composants du SASP qui s'appelle le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor Alpha, qui est au même titre que NF-κB qui contrôle son expression, va être responsable de cette activité des cellules NK et donc va être nécessaire à l'élimination tumorale. Donc, d'une part, on a un recrutement de ces cellules natural killers, et d'autre part, ce recrutement et l'activation de ces natural killers dépend du SASP. Et pour montrer l'efficacité thérapeutique, les auteurs sont là aussi revenus à un système de clinique expérimentale chez la souris, dans un modèle là aussi de transformation induite par RAS-CP53, mais pas de transplantation, c'est des tumeurs naturelles. Ils voient que ces tumeurs naturelles, quand on les voit apparaître, elles vont se mettre à grossir, bien sûr, si on ne fait rien. Et si on traite avec la combinaison de l'inhibiteur de kinase et de l'inhibiteur de CDK, on va avoir une belle régression. Et cette régression va être bloquée par des anticorps capables de neutraliser la fonction des lymphocytes natural killers. Et ceci est associé in vivo à des caractéristiques de sénescence, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ils ont fait. Donc, la régression, c'est bien, mais vous savez, en cancérologie, la régression, c'est bien, mais le plus important, c'est la survie. Et donc, ils ont répété toujours dans cette expérience la régression tumorale que vous voyez ici, et surtout la survie, en bloquant l'activité de ces récepteurs, de ces lymphocytes NK, soit par ce facteur, le TNF-alpha, qui est responsable de leur activation, soit par une molécule d'adhésion qui est nécessaire pour qu'ils puissent se fixer sur leur cible, soit par un anticorps qui va les éliminer. Et vous voyez que dans tous les cas, ça c'est la régression par la combinaison de ces deux médicaments, donc qui va induire une belle régression tumorale. Et si on bloque le TNF-alpha, si on bloque l'adhésion ou si on bloque ces cellules, on va avoir un antagonisme sur la régression tumorale et surtout, on va avoir un très bel antagonisme sur la prolongation de survie. Ceci donc démontre, au fond, que, et là on n'est pas dans le même cas que les traitements ciblés, là on a des traitements qui agissent en aval de la transformation cellulaire.
en bloquant cette cascade de kinase et en bloquant le cycle cellulaire, on est capable d'induire de la sénescence in vivo, et cette sénescence va contribuer au recrutement du système immunitaire et à l'élimination, au moins transitoire, de cette tumeur. Et donc, ça, c'est un extrait du News and Views qui a été publié sur cet important article, montrant donc la cellule tumorale avec cette cascade induite par RAS, l'activation ensuite de la voie CDK et donc l'inactivation du RB, et la combinaison de ces inhibiteurs de kinase et inhibiteurs du cycle cellulaire qui va induire de la sénescence. Cette sénescence induit une sécrétion protéique dans laquelle il y a du TNF-alpha qui va participer à l'activation de ces cellules NK, et ces cellules NK vont se retourner contre les cellules sénescentes et les éliminer, avec un certain nombre de questions évidemment qui se posent, à savoir quel est le mécanisme moléculaire par lequel les NK vont éliminer ces cellules sénescentes. Si on le connaît, évidemment, on pourrait l'amplifier. Est-ce que cette reconnaissance des cellules sénescentes par le système immunitaire va induire une protection à long terme? Est-ce que finalement ce ciblage des cellules sénescentes va s'étendre au ciblage également des cellules non sénescentes par un mécanisme également immunitaire? Et quel est le sous-groupe exact de ces cellules NK qui constituent probablement un groupe hétérogène? Et donc au sein de ces cellules NK, quelles sont celles qui vont contribuer vraiment à l'élimination de la tumeur? Donc ça, c'est le bon cas de figure. C'est le cas de figure dans lequel le stroma va être immunomodulateur et va contribuer à l'élimination de la tumeur. Il faut savoir que dans d'autres cas, ces cytokines sécrétées par le stroma vont au contraire être permissives et vont protéger la tumeur contre les attaques du système immunitaire. Donc la composition à la fois de l'environnement cellulaire et de l'environnement de cytokines de la tumeur sont des choses extrêmement importantes et qui font l'objet de recherches actuellement extrêmement actives. Donc ça, c'est le bon cas de figure. Alors malheureusement, je vous ai dit que toute l'histoire de la sénescence et du cancer, c'est un peu une histoire du yin et du yang. Il y a des bons cas de figure et des mauvais cas de figure. Et le mauvais cas de figure est illustré par un article lui aussi publié l'an dernier dans Nature, et qui va montrer qu'en fait, l'induction de la sénescence en réponse à un traitement, ici c'est de la driamycine, autre type de chimiothérapie, eh bien, va au contraire là, participer à une réactivation des caractéristiques souches et va participer au contraire à rendre la cellule encore plus agressive. Alors, sans entrer dans les détails expérimentaux qui sont un peu complexes, on a là aussi des lymphomes de type MYC dépendant avec ou sans BCL2. On traite avec de la driamycine, on va induire de la sénescence et on s'aperçoit qu'au cours de cette sénescence, on va être capable d'induire un certain nombre de gènes qui sont des gènes caractéristiques des cellules souches. Et au fond, on va faire apparaître une signature de cellules souches à une leucémie qui ne l'avait pas. Et donc l'induction, le traitement va au fond rendre la maladie encore plus agressive. Et cette augmentation de l'agressivité de la maladie après la sénescence va être caractérisée par le fait qu'on va avoir un cycle cellulaire beaucoup plus rapide de ces cellules dans lesquelles on a induit transitoirement de la sénescence. Elles vont ensuite, quand on enlève le stimuli qui a permis la sénescence, elles vont pousser plus vite, elles vont donner des clones beaucoup plus facilement et elles vont pouvoir devenir, au moins un sous-groupe d'entre elles, va devenir immortelle, va devenir beaucoup plus agressive. Et si on compare des cellules qui ont été exposées à la chimiothérapie dans des conditions où elles induisaient de la sénescence, ce sont les barres rouges, on va voir que le nombre de cellules nécessaires pour induire des leucémies chez la souris va diminuer drastiquement et qu'au fond, il en suffira de 100, alors qu'avant qu'elle n'ait vu la chimiothérapie, il en fallait 1000. Donc on a augmenté le pouvoir clonogénique, on a augmenté le pouvoir souche de ces cellules. Et là aussi, au niveau de... Ça, c'est un autre modèle, donc toujours dans la même étude, modèle de leucémie à cellule T, de TALL, obtenu cette fois-ci, là aussi, par la mutation de RAS et l'inactivation de P53, mais dans des conditions où P53 est modulable. Et donc, on va se mettre dans une situation où P53 est là, pour induire de la sénescence avec de la chimiothérapie.
Donc vous voyez que ces cellules, grâce à P53, vont devenir sénescentes avec la chimiothérapie, et puis après on va enlever P53. Et donc on va chercher à comparer, au fond, l'effet propre d'une exposition transitoire à la sénescence sur le pouvoir clonogénique. Et schématiquement, ce que l'on voit, c'est qu'on va faire apparaître là aussi une signature transcriptionnelle de cellules souches et qui nécessite la présence transitoire de P53 et la chimiothérapie. Et ces cellules qui ont gagné des caractéristiques de cellules souches vont être capables, là aussi, d'être beaucoup plus clonogéniques et d'initier beaucoup plus efficacement des leucémies dans des souris récipientes. Donc, en présence de P53, on va avoir une sénescence, mais cette sénescence va s'accompagner d'une augmentation des marqueurs de cellules souches, ex vivo ou in vivo, et si on rééteint P53, on va avoir un avantage de croissance, et au fond, ceci ressemble énormément à ce que je vous ai expliqué dans la reprogrammation cellulaire dans les tissus normaux. C'est l'équivalent de cette sénescence transitoire qui va permettre d'acquérir des capacités de cellules souches pour réparer les tissus, par exemple, dans des tissus normaux. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est dans un tissu cancéreux. Et donc ceci va rendre l'interprétation de la sénescence dans un contexte thérapeutique anticancéreux complexe, puisqu'on va avoir le traitement par chimiothérapie qui va donner de la sénescence dans la tumeur, responsable au moins de la régression à court terme ou d'une stabilisation de celle-ci. Et puis, si on regarde les effets à long terme, on va avoir effectivement l'acquisition par ces facteurs de cytokines, de chimiokines, de protéases, de capacités nouvelles liées à la sénescence. Si on n'a pas éliminé complètement la tumeur, on va favoriser la rechute, favoriser la métastase, en même temps que dans les tissus normaux, on va avoir favorisé un vieillissement cellulaire prématuré. Bon, alors vous pourriez me dire, finalement, vous nous avez parlé dans le cours précédent de l'avantage de la sénothérapie, et si on arrivait à éliminer les cellules sénescentes, est-ce qu'on pourrait gagner quelque chose? Et la réponse, c'est peut-être, au moins dans les modèles artificiels, dans ces modèles de souris, on peut y arriver, et on a pu, ça aussi c'est tiré d'un schéma, je ne vais pas tout détailler, mais pour les étudiants d'une revue récente, qui montre au fond, dans toute une série de tumeurs, est-ce que cette sénescence est bénéfique ou est-ce qu'on potentiellement bénéfique, et est-ce que le fait de supprimer les cellules sénescentes pourrait avoir un bénéfice, oui ou non. Et donc je vous remontre cette diapo. Cette sénescence, on pourrait jouer par plusieurs objectifs différents. On pourrait imaginer essayer de contrôler la signature de SASP avec par exemple des anticorps, avec des inhibiteurs de voies de signalisation. Les peptides qui bloquent la fonction de FOXO4, pour l'instant, c'est surtout chez la souris que ça fonctionne. On pourrait bloquer également certaines marques d'activation lysosomiale avec la baphyllomycine. Mais ce qui a été finalement le plus étudié, c'est peut-être l'interférence avec la fonction de BCL2. Et vous vous souvenez que dans le cours précédent, quand on a parlé du vieillissement, on a dit qu'il existait des sénolytiques et que dans un certain nombre de situations, ces sénolytiques étaient capables d'avoir un effet bénéfique. Et ces sénolytiques, c'est essentiellement des petites molécules qui sont capables de bloquer la fonction de BCL2 et qui, en bloquant la fonction de BCL2, vont contrecarrer cette augmentation de la survie spontanée des cellules sénescentes. Et donc, des stratégies commencent à voir le jour, au moins sur le papier, qui sont des stratégies de fusil à deux coups, dans lesquelles on pourrait essayer d'induire de la sénescence sans trop de toxicité, par exemple avec de la chimiothérapie à petite dose, et ensuite d'essayer de cibler des cellules ainsi devenues sénescentes, avec par exemple des molécules ciblant BCL2, dont je vous ai dit qu'il était fortement exprimé dans les cellules sénescentes. Alors en fait, il y a un médicament qui est utilisé aux cliniques, qui cible BCL2, qui s'appelle le venetoclax, et qui initialement avait été fait pour cibler les tumeurs surexprimant BCL2, qui sont surtout des tumeurs lymphoïdes.
Et plus récemment, on s'est aperçu que ces médicaments étaient certes actifs dans des tumeurs lymphoïdes, mais qu'ils avaient également en combinaison une efficacité extrêmement nette dans les tumeurs, dans les leucémies aiguës lymphoïdes. Et je vais vous montrer quelques données, mais effectivement, la combinaison d'inhibiteurs de BCL2 avec de la chimiothérapie à petite dose a donné des résultats assez spectaculaires dans ces leucémies aiguës lymphoïdes, myéloïdes. L'énorme avantage de cette combinaison est qu'elle est peu toxique et donc elle est applicable à des patients qui sont, disons, dans la fin de leur vie et qui seraient incapables d'avoir de la chimiothérapie à forte dose à laquelle ils ne pourraient pas résister. Et par ailleurs, les essais cliniques qui sont publiés à ce jour ont surtout été publiés avec le venetoclax. Et vous vous rappelez que le venetoclax n'était finalement pas le meilleur pour éliminer les cellules sénescentes. Celui qui est le meilleur pour éliminer les cellules sénescentes, au moins chez la souris, c'est le navitoclax, pour lequel il n'y a pas encore eu beaucoup d'essais en cancérologie. Et donc voilà quelques-unes des travaux, là encore, travaux cliniques, publiés l'an dernier, montrant la combinaison du venetoclax avec, dans ce cas-là, c'est de la chimiothérapie à petite dose, c'est de la racitine à faible dose, et ces travaux ont montré chez des patients dont certains avaient déjà été traités par d'autres médicaments, donc ils sont des patients au fond moins susceptibles de répondre à des traitements nouveaux, des taux de rémission complète en rouge ou des rémissions quasi complètes en bleu qui sont tout à fait spectaculaires et en tous les cas très supérieurs à ce qui avait été obtenu avec d'autres combinaisons thérapeutiques comme les agents hypométhylants et des survies, quelques patients qui survivent à long terme. Et il y a actuellement beaucoup d'intérêt pour ce type de combinaison dans la communauté des hématologistes, en particulier parce qu'on a affaire à des traitements qui sont relativement supportables et qui peuvent être donc appliqués à des patients, quel que soit leur âge. Alors j'insiste sur le fait qu'on ne sait pas encore si ça répond au mécanisme proposé. Une des hypothèses, c'est qu'effectivement, on induit de la sénescence et que secondairement, on induit l'élimination de ces cellules sénescentes, mais pour l'instant, les études n'ont pas été faites sous cet angle-là, et donc on ne peut pas savoir si c'est peut-être simplement une toxicité additive de ces deux médicaments. Donc, en conclusion, une réaction au stress pour la sénescence, une réaction au stress qui est clé, aussi bien lors de l'initiation du processus cancéreux que dans son évolution ou dans l'intervention thérapeutique. Vous voyez qu'on a vraiment les trois stades, la cellule qui devient cancéreuse avec l'oncogene-induced senescence, la maintenance du phénotype cancéreux avec la dépendance à l'oncogène qui peut s'accompagner de sénescence ou l'intervention thérapeutique. Dans tous les cas, cette réaction de signalisation protéique par le SASP est une composante clé des interactions cellulaires, aussi bien avec le stroma tumoral qu'avec le système immunitaire, et on commence à pouvoir envisager des manipulations ciblées de ces interactions dans un contexte thérapeutique. Mais là encore, et comme souvent en oncologie, il faut encore beaucoup de travail, beaucoup de science, aussi bien de la science fondamentale sur les modèles que de la science sur l'interface modèle-patient, ce qu'on appelle des recherches cliniques ou transstationnelles, en particulier dans la première phase du traitement. Il n'y a pas beaucoup, il y a très peu d'études pour l'instant qui est regardée chez des patients et non plus chez des souris, qu'est-ce qui se passe dans la première semaine du traitement? Est-ce que dans la première semaine d'un traitement anticancéreux, on va avoir de la sénescence? Est-ce qu'on va avoir de l'apoptose? Est-ce que la mesure de cette sénescence a un rôle ensuite, va permettre de prédire l'efficacité à long terme? Les travaux chez la souris le suggéreraient, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de preuve solide, au moins chez les patients, que ce soit le cas. Comme toujours, en médecine, il faut continuer à faire de la science et continuer à explorer ces patients pour arriver à mieux les soigner ensuite. Alors pour les étudiants, et pour les autres aussi s'ils le veulent, j'ai fait la liste de quelques-unes des revues qui sont sorties très récemment sur cette question de la sénescence. Vous pouvez voir que c'est donc
un domaine qui est extrêmement actif, avec beaucoup de revues qui sont sorties dans ces 2 dernières années. Encore une fois, c'est la science en train de se faire. Il est possible que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y ait une révolution et qui aille tout à fait soit soutenir ce que je vous ai dit, soit aller totalement à l'inverse, parce que des nouvelles conclusions tirées de l'étude de nouveaux modèles auront été publiées. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est important d'intégrer aujourd'hui la sénescence dans le devenir, l'évolution et la réponse au traitement de ces cellules cancéreuses, comme peut-être dans beaucoup d'autres mécanismes, comme le vieillissement, dont on a déjà parlé. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi nombreux et on se retrouvera donc l'an prochain.